Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello! On se retrouve enfin pour l'épisode d'août. J'avoue que j'ai vraiment tardé, on est dans les derniers jours d'août, mais vous allez avoir consécutivement 2 épisodes, donc ça valait le coup d'attendre. Mais du coup, je vous avais expliqué que c'était plus compliqué pour moi de tenir le rythme avec le fait que j'ai repris une activité depuis le début d'année en tant que freelance, donc dans ce que je faisais initialement, donc dans le marketing digital, on va dire. Mais surtout, depuis 3 semaines, je crois, je vous ai annoncé sur Instagram que je suis enceinte. Donc, je suis à la fin de mon 2e trimestre. Donc depuis mars, je suis enceinte et c'est vrai que j'ai été bien malade et bien occupée en gros par ce début de grossesse, ce qui a vraiment impacté mon travail, mais aussi le rythme que je pouvais tenir sur No Rain No Flower. Donc ceci explique cela. Je vais vous parler plus en profondeur justement de ce sujet dans cet épisode de podcast. Enfin, en réalité, je pensais tout combiner dans un seul épisode de podcast, mais je vais finalement faire ça en 2 sujets, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épisode, il est vraiment sur la fertilité et la grossesse avec un TCA. Enfin, je vais vous parler vraiment du retour des règles après les TCA, comment le TCA impacte la fertilité, est-ce que du coup, ça impacte même la fertilité une fois guérie, etc. En fait, je pensais répondre à cette question assez rapidement, mais finalement, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Et puis, dans le prochain épisode de podcast, qui sortira dans quelques jours, je vais vous parler de plus moi, ma grossesse, mon retour d'expérience après un trouble alimentaire, avoir une grossesse après un trouble alimentaire. Donc, je vous ai posé plein de questions. Enfin, je vous ai posé une boîte à questions sur Instagram en story et vous m'avez posé plein de questions sur ma grossesse, sur mon rapport au corps, à l'alimentation, au poids et bref, en général, la grossesse après un trouble alimentaire. Donc tout ça, j'ai plein de choses à dire et je suis trop contente de le partager avec vous, mais je le partagerai du coup dans l'épisode qui sortira dans quelques jours. Donc aujourd'hui, on va parler de la fertilité ou l'infertilité après / avec des troubles alimentaires. C'est un sujet en fait que je voulais aborder depuis longtemps parce que je sais que vous êtes nombreux à vous questionner sur le sujet, mais je voulais attendre d'expérimenter un peu en quelque sorte. Enfin, en gros, je voulais attendre de tomber enceinte. Et du coup, maintenant que je suis enceinte, c'est pour moi vraiment le moment idéal de parler de ce sujet, des troubles alimentaires et de l'infertilité. Donc, vous m'avez posé pas mal de questions, comme je disais, sur ce sujet sur Instagram. La première question qu'on m'a posée, c'est savoir comment avoir un retour de règles après les troubles alimentaires. Donc, vous avez été plusieurs à me poser cette question-là. Me concernant, personnellement, j'étais sous pilule lorsque je suis tombée malade et les médecins m'ont dit de garder cette pilule en fait pour soutenir mes os et m'aider à me protéger contre l'ostéoporose. Donc, j'ai toujours eu des règles en quelque sorte, mais sous pilule. Donc, c'était pas clairement des vraies. Mais pour autant, j'ai quand même vu une petite différence entre avant le moment où j'étais malade et ensuite quand j'étais malade, même si j'étais sous pilule. J'avais quand même des cycles plus courts, un flux vraiment plus minime quand j'étais malade. Et je dirais que mes règles sont vraiment revenues de façon plus naturelle après quelques mois de réalimentation et de reprise de poids. Il n'y a pas de secret évidemment. Et j'ai fait le choix en 2021, un choix personnel d'arrêter la pilule pour d'autres causes. Enfin, voilà, j'avais envie d'arrêter ça. Mais du coup, ça m'a permis de confirmer que j'avais de vraies règles. Mais le retour des règles, il est vraiment subjectif pour chaque personne. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont vite les retrouver. À peine elles reprennent une réalimentation, même quand elles n'ont pas encore répondu aux besoins réels de leur corps, elles vont retrouver leurs règles. Et d'ailleurs, c'est vicieux parce que parfois, il y a des personnes qui se disent « Ah bah ça y est, du coup, ça veut dire que mon corps, il a assez d'énergie. » Mais pas du tout. Ça veut juste dire que le corps a remis en route plus rapidement les cycles menstruels, mais ça ne veut pas du tout dire que vous mangez la bonne quantité de nourriture qui est appropriée aux besoins de votre corps. Et il y a d'autres personnes qui vont prendre vraiment plusieurs mois, beaucoup de mois, avant de retrouver leurs règles, alors qu'elles ont un apport alimentaire qui a augmenté, qu'elles ont retrouvé leur poids de forme. Mais ça, vraiment, c'est la nature qui choisit, et aussi la génétique.
Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir un suivi avec une gynécologue. Et si vous voulez, j'en ai parlé plus en profondeur de ce sujet du retour des règles avec un trouble alimentaire dans les épisodes de podcast 22 et 23 qui sont dédiés à l'aménorrhée dans les TCA, où Florence, du compte Je n'ai plus mes règles, /livre, enfin pas slash, tiré du 8 livre, que vous retrouverez sur Instagram, et ben elle était mon invitée dans ces épisodes-là. Et je l'avais scindée en 2 épisodes tellement il y avait de choses à dire sur l'aménorrhée après les TCA. Et elle parle d'ailleurs dans ces épisodes de podcast du livre Je n'ai plus mes règles, qui explique vraiment en profondeur le pourquoi et comment retrouver ses règles en aménorrhée suite à un TCA. Donc je vous conseille vraiment d'aller écouter ces épisodes, de consulter le compte de Florence et de lire ce livre pour avoir le maximum d'informations sur ce sujet. Je vous mettrai le lien du livre en description si vous voulez. Je vais du coup maintenant parler de pourquoi et comment les troubles alimentaires ils impactent votre fertilité. On entend beaucoup de on-dit qui disent du coup qu'une personne qui a des troubles alimentaires ou qui a eu des troubles alimentaires a en quelque sorte dégradé sa fertilité. Et on entend même parfois dire que c'est très difficile d'avoir un enfant avec, voire après, un trouble alimentaire. Donc sur la question du après un trouble alimentaire, j'y réponds plus tard, même si je vous ai annoncé la couleur en vous disant que j'étais enceinte. Pour la question de la fertilité avec un trouble alimentaire, en effet, il y a pas mal de choses à dire. Les problèmes d'infertilité sont malheureusement fréquents et c'est l'un des effets secondaires des troubles alimentaires comme l'anorexie, mais aussi avec la boulimie, l'hyperphagie ou tout autre trouble alimentaire restrictif ou compulsif. D'ailleurs, j'ai lu qu'une femme sur 5 qui souffre d'infertilité, elle souffre également de troubles alimentaires. Et comme je l'ai déjà souvent dit, il y a plus de personnes qui souffrent de troubles alimentaires qu'on ne le croit, mais il y a aussi plus de personnes qui souffrent de troubles alimentaires qu'elles ne le croient, ces personnes elles-mêmes. Dans le sens où je pense vraiment qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'infertilité, et peut-être qu'à cause, plutôt grâce à, en vrai, grâce à ça, en fait, à leurs problèmes d'infertilité, en fait, elles prennent conscience qu'elles ont des troubles alimentaires. Bref, c'est une parenthèse que je referme. Donc, pourquoi les troubles alimentaires impactent votre fertilité ? Enfin, comment ? La cause numéro 1, il n'y a pas d'ordre de priorité, mais l'une des causes, c'est la sous-alimentation. Pour ce qui est des troubles alimentaires restrictifs, la sous-alimentation fait que votre corps ne peut pas répondre à ses besoins, aux besoins nécessaires pour bien fonctionner. Il doit donc prioriser le peu d'énergie qu'il reçoit sur les fonctions vitales, comme faire battre votre cœur, faire fonctionner vos poumons, alimenter vos cerveaux, etc. Il juge donc que la fonction de reproduction, c'est pas quelque chose de vital. Donc, il le met en pause. Du coup, il le met en pause. Du moins, il l'impacte, il le diminue. En gros, le système endocrinien de la femme est affecté. Or, c'est lui qui permet la production des hormones de reproduction. Donc, ça perturbe l'ovulation, réduit la qualité des ovules, ce qui entraîne du coup des cycles irréguliers, voire l'arrêt total des règles. Une deuxième cause, c'est le faible niveau de graisse. Les TCA restrictifs entraînent également des faibles niveaux de graisse corporelle. Or, je le dis très souvent, même s'il est diabolisé, le corps a besoin de gras. Un corps qui n'a pas suffisamment de gras, ça va impacter en gros le niveau d'œstrogène à la baisse. Or, c'est une hormone qui est cruciale pour le maintien de la fertilité. Une troisième cause, c'est les conséquences psychologiques. Les personnes souffrant de troubles alimentaires souffrent également généralement de stress, d'anxiété, parfois de dépression. Et tout ça, ça impacte grandement l'ovulation ou la qualité des ovules. Pour les personnes qui ont retrouvé leurs règles, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des cycles plus courts ou plus douloureux quand vous êtes dans une période stressante, voire en fait des cycles plus longs d'ailleurs. Moi, je me souviens qu'il m'est arrivé de sauter un cycle ou d'avoir un retard de 10 jours quand j'étais dans des périodes stressantes de ma vie, même quand j'étais guérie des troubles alimentaires. Donc ça montre vraiment l'impact du stress sur l'ovulation. Ensuite, le cas de la boulimie et l'hyperphagie, puisqu'on parle souvent des problèmes d'infertilité dans le cas de l'anorexie, mais on parle beaucoup moins des troubles alimentaires compulsifs comme la boulimie ou l'hyperphagie. Dans les cas des troubles alimentaires compulsifs, on retrouve aussi des dérèglements hormonaux. Pourquoi ? Parce que les compensations comme les vomissements, les laxatifs et l'hyperactivité aussi d'ailleurs, perturbent la régulation des hormones et donc du cycle menstruel, ce qui complique la conception. Les comportements de purge ont également impacté la qualité des ovocytes. J'ai vu aussi que l'hyperphagie peut être associée à une résistance à l'insuline, or c'est l'une des causes d'infertilité. Et enfin, évidemment, les troubles alimentaires compulsifs sont aussi touchés par le stress. Or, comme je l'ai expliqué dans le point précédent, un niveau élevé de cortisol, ça peut inhiber la fonction reproductrice.
Dans les comportements de purge, je vous ai parlé, les compensations, en gros, je vous ai parlé de l'hyperactivité, donc je vais vous faire un focus sur l'hyperactivité parce que l'hyperactivité impacte la fertilité. Un niveau intense d'activité physique, c'est l'une des causes aussi principales d'infertilité. Pourquoi ? Parce que ça entraîne des niveaux d'œstrogène et de progestérone en diminution. Or, c'est des hormones essentielles pour l'ovulation, comme je le disais. La pratique du sport intense, elle peut aussi entraîner une diminution de la masse graisseuse qui impacte la production d'œstrogène, comme j'en ai aussi parlé précédemment. Et évidemment, ça peut entraîner des carences alimentaires qui sont nécessaires à une bonne fertilité. Donc ça peut entraîner un manque de fer, de calcium, de vitamines ou de minéraux. Ça rejoint le point sur la sous-alimentation que j'ai parlé en premier. J'ai également lu que l'exercice physique en abondance, ça peut perturber l'implantation de l'embryon dans l'utérus à cause des niveaux d'hormones qui sont déséquilibrés. Et le flux sanguin vers l'utérus est aussi en baisse. Or, ce sont deux éléments essentiels qui sont essentiels pour soutenir une grossesse en fait. Enfin, le sport excessif, il est vécu comme un stress, comme une forme de stress pour votre corps. Donc ça augmente encore plus votre niveau de cortisol qui était déjà élevé, ce qui inhibe l'ovulation et donc perturbe l'équilibre hormonal, comme j'en ai parlé précédemment également. D'ailleurs, je parle énormément du système de reproduction des femmes, parce que étant une femme, je connais bien plus ça. Mais la production de testostérone chez un homme qui souffre de troubles alimentaires est aussi affectée par les différents comportements du trouble alimentaire, ce qui entraîne une perte de libido, comme chez la femme d'ailleurs, et une baisse du nombre de spermatozoïdes ou une alternation de leur qualité. Donc tout ça, ça impacte aussi la fertilité chez l'homme. Il n'y a pas que les femmes qui souffrent de troubles alimentaires qui sont concernées. Donc, clairement, malheureusement, là, je viens de répondre à la question est-ce que les troubles alimentaires impactent la fertilité ? Oui, on le voit. Ça augmente le risque d'infertilité, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai oublié aussi de parler de comment les troubles alimentaires impactent la fertilité. Ça peut être aussi dû à des comorbidités addictives. Donc, c'est-à-dire que c'est pas rare de voir des personnes qui souffrent de troubles alimentaires qui souffrent également d'addictions comme avec l'alcool, le tabac ou toute autre drogue. Et tout ça, c'est des substances qui font aussi partie des causes d'infertilité. Donc, oui, les troubles alimentaires impactent la fertilité, impactent les chances de tomber enceinte. On va pas se mentir. Mais du coup, on m'a posé la question... Est-ce que, on m'a dit, je souffre d'aménorrhée liée à mon trouble alimentaire, est-ce que c'est possible de tomber enceinte ? On m'a posé vraiment plusieurs fois cette question. Comme je viens d'en parler dans la partie précédente, on a vu que clairement c'est plus difficile de concevoir un bébé quand on souffre de troubles alimentaires. Mais est-ce que c'est impossible, notamment pour les personnes en aménorrhée, c'est-à-dire qui n'ont plus de règles, que les cycles menstruels se sont arrêtés ? Et pour répondre à cette question, j'ai littéralement demandé à mon experte sur le sujet, Florence, comme je vous en ai parlé à l'instant, du compte Je n'ai plus mes règles. Et du coup, elle m'a répondu, donc elle m'a renvoyé vers l'un de ses contenus qui expliquait qu'en fait, en aménorrhée, il n'y a plus de cycle menstruel, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'ovulation. J'en ai expliqué du coup les causes dans la première partie de cet épisode. Donc du coup, la logique voudrait que sans ovulation, c'est pas possible de tomber enceinte. Mais ça, c'est dans la théorie. Si on est à la limite du déficit énergétique, ou si on est dans le cas où les cycles menstruels sont très longs, alors c'est possible d'avoir des ovulations qui sont imprévisibles et irrégulières. D'ailleurs, cette irrégularité, elle entraîne des difficultés à déterminer le moment opportun pour avoir un enfant, parce que du coup, pour vous expliquer grosso modo, sur tout le cycle, on n'a que quelques jours où on est fertile et où on peut donc maximiser nos chances de tomber enceinte. Donc il y a certaines personnes qui préfèrent être en mode total naturel et pas maximiser les chances d'avoir un bébé sur cette période. Donc quand je dis maximiser les chances, c'est multiplier les rapports. Moi, j'ai été dans la team, on maximise nos chances d'avoir un bébé sur cette période en multipliant les rapports. Et en fait, en vrai, quand j'en parle autour de moi, je vois quand même beaucoup de personnes qui sont de cette team-là. Mais bref, pour revenir sur la réponse à la question « Peut-on tomber enceinte même en aménorrhée ?» La réponse est oui. C'est assez illogique, même improbable, mais c'est possible, même si les chances sont considérablement réduites. Mais honnêtement, j'ai quand même déjà plusieurs fois entendu des personnes qui pensaient être totalement infertiles à cause de l'absence des règles et à cause de leur trouble alimentaire en fait, et qui ont eu la surprise de tomber enceinte. Donc si quelque part vous voulez un enfant, c'est une trop bonne nouvelle, mais d'autres personnes, elles veulent pas d'enfant en fait, ou juste elles sont pas prêtes, d'où l'importance d'avoir toujours un moyen de contraception. Donc ça c'est le petit rappel important à garder en tête. Mais voilà, du coup, pour répondre à cette question, c'est possible de tomber enceinte, même si c'est
plus rare, mais c'est vraiment possible. Et pour le coup, vraiment, j'ai eu souvent des témoignages en ce sens. Donc c'est vraiment pas du tout impossible. Ensuite, on m'a posé des questions sur est-ce que c'est possible d'être infertile même une fois qu'on est guéri même une fois être guéri des troubles alimentaires. Alors jusque-là, j'ai beaucoup parlé des risques d'infertilité lorsqu'on souffre d'un trouble alimentaire, donc quand c'est en même temps actuel et que vous essayez d'avoir un bébé. Mais est-ce que c'est possible d'être infertile après un trouble alimentaire, une fois la guérison? Donc je vais forcément parler de mon expérience puisque c'est mon cas. C'est-à-dire que j'ai essayé d'avoir un bébé une fois que j'étais complètement guérie des troubles alimentaires. Donc, comme je suis enceinte, la conclusion, elle est rapide. Oui, c'est possible de tomber enceinte après avoir eu des troubles alimentaires. Mais est-ce que j'ai eu des difficultés pour tomber enceinte? C'est quelque chose qu'on m'a demandé. Donc, quand on s'est lancé dans le projet bébé, je me suis mise en tête que ça prendrait au moins 6 mois pour tomber enceinte. La moyenne, elle est quand même de 8 mois, voire 1 an. Par contre, à aucun moment, je me suis dit que mon parcours avec les troubles alimentaires allait impacter mes chances de tomber enceinte. Parce que je suis totalement rétablie et que du coup, j'avais complètement confiance en mon corps. Mais quand j'ai annoncé ma grossesse à mon copain et à ma mère, les deux m'ont dit qu'ils avaient peur qu'avec mon passif dans les troubles alimentaires, je rencontre beaucoup de difficultés, voire je ne parvienne même pas du tout à tomber enceinte. J'étais vraiment surprise quand ils m'ont dit ça et je me suis dit en vrai, heureusement qu'ils me l'avaient pas dit avant parce que je pense que psychologiquement ça aurait grave pu m'impacter quand j'étais en essai bébé. Mais du coup, vous savez quoi? Je suis tombée enceinte après une seule semaine d'essai. Et je me sais vraiment très très chanceuse d'être tombée enceinte dès nos premiers essais. Je n'ai pas connu la déception de voir le test de grossesse négatif et vraiment, j'ai une gratitude infinie pour ça. Je pense sincèrement à tous les couples qui rencontrent des difficultés. Vraiment, je suis de tout cœur avec eux parce que j'ai plusieurs couples d'amis autour de moi qui ont été concernés par cette problématique, qui ont pris 2 ans avant d'avoir un enfant. Et d'ailleurs, l'un d'eux a déjà un petit bébé depuis 1 mois et l'autre couple attend actuellement un enfant. Donc, il y a de l'espoir. Mais je sais que c'est très difficile à vivre. Donc, vraiment, plein de pensées pour vous si vous êtes concernés. Mais en tout cas, je suis quand même la preuve que le corps se rétablit très bien après un trouble alimentaire. Parce que après avoir comme porté la mort en moi quand j'étais malade, et aujourd'hui je porte la vie. Donc c'est vraiment un message d'espoir de fou que je vais vous transmettre là. Et du coup, vraiment, j'ai pas eu du tout de difficulté à tomber enceinte, même après avoir vécu des troubles alimentaires. Je reste dans la thématique fertilité. Du coup, je m'étale pas plus, mais dans le prochain épisode de podcast, je vous raconterai dans quel état d'esprit j'étais pour tomber enceinte. Et puis, comment je l'ai annoncé, tout ça à mon copain, comment j'ai découvert, machin. Voilà, si ça vous intéresse. Ensuite, je vais quand même parler du cas de l'infertilité persistante après les TCA. Donc évidemment, l'histoire de chaque personne, elle est différente. Et c'est pas parce que je suis tombée enceinte du premier coup que c'est la même chose pour tout le monde. Malheureusement, c'est pas aussi simple pour tout le monde, j'en ai conscience. Donc déjà, encore une fois, il faut se rappeler que la moyenne, elle se trouve autour de 1 an pour la conception. Et honnêtement, je trouve ça long. Et je pense que, moi en tout cas, de base, je m'étais dit, c'est possible que ça prenne 1 an. Et c'est pas parce que ça prend 1 an qu'il y a un problème. Moi, ma sage-femme, elle me l'avait d'ailleurs dit quand on a dit qu'on commençait les essais bébés. Elle nous a dit, ce n'est pas parce que ça prend 1 an qu'il y a un problème. Pas du tout. C'est juste, le corps prend parfois du temps. Donc voilà. D'ailleurs, il me semble qu'on parle d'infertilité après 12 mois d'essai bébé. Il faut déjà garder en tête ça. Ensuite, n'étant pas concernée par cette infertilité persistante après le TCA, j'ai dû me renseigner pour vous en parler. Des causes possibles, en fait. La première cause possible d'infertilité persistante, pour moi, c'est la quasi-guérison. On note que beaucoup de personnes dites guéries, je mets des guillemets, rencontrent des difficultés à tomber enceinte. Mais en réalité, ces personnes-là, en fait, elles sont en quasi-guérison. C'est-à-dire que la médecine, elle les considère parfois guéries parce qu'elles ont un IMC ou un poids qui est selon leur tableau statistique dans la norme. Mais ces personnes, en fait, elles sont toujours en restriction ou bloquées dans des mécanismes du trouble alimentaire. En fait, juste, il y a des médecins parfois qui oublient que c'est une maladie mentale et pas physique et qu'on ne se base pas sur des critères physiques pour dire si une personne est guérie. Je parle d'ailleurs de la quasi-guérison dans l'épisode 27 de mon podcast. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vraiment, qui ont écouté cet épisode et qui sont venues me voir après en me disant qu'en fait, en écoutant cet épisode, elles ont pris conscience qu'elles étaient bloquées dans cette quasi-guérison alors qu'elles se pensaient totalement guéries. Et d'ailleurs, je le dis en fait dans cet épisode,
Quand moi j'ai été dans la quasi-guérison, j'en avais pas conscience. Enfin, pendant longtemps, j'en ai pas eu conscience. Donc c'est normal. Mais je vous laisse écouter cet épisode. Mais tout ça pour dire que parfois, on se pense guéri, on est du coup en projet bébé, mais comme on n'est pas totalement guéri, on rencontre des difficultés. Une deuxième cause, c'est la durée de la maladie, qui pourrait expliquer du coup l'infertilité persistante après un trouble alimentaire. Il semblerait, j'ai lu que la durée durant laquelle vous avez été malade, elle impacterait la fertilité sur le long terme. Il n'y avait pas de données d'âge indiquées dans ces articles que j'ai lus. Franchement, moi, du coup, je dirais, je pense 20 ans de maladie peut-être. À partir de 20 ans de maladie, peut-être que ça impacterait la fertilité sur le long terme. Mais sachez que vraiment, j'ai eu plusieurs mamans qui sont venues me parler lorsque j'ai annoncé ma grossesse sur Instagram. Et plusieurs d'entre elles, enfin toutes en fait quasiment, elles souffraient de troubles alimentaires depuis plus de 20 ans, voire même 30, 40 ans. Et elles ont eu des enfants avec un trouble alimentaire. Donc c'est pas impossible, encore une fois. Ça peut être un risque, mais c'est pas du tout impossible. Mais du coup, apparemment, la durée de la maladie peut avoir des dommages en fait à long terme sur la fonction ovarienne, qui serait du coup réduite, et ça pourrait du coup causer, dans des cas beaucoup plus rares, une ménopause prématurée. La cause numéro 3 de cette infertilité persistante, d'ailleurs je dis infertilité persistante, c'est juste que des difficultés à avoir un enfant, c'est le manque de temps depuis la guérison. Moi, personnellement, j'ai mis en route mes essais bébés 3 ans après être totalement guérie de mes troubles alimentaires. Et clairement, je suis certaine que ça m'a aidée. Comme on l'a vu précédemment, le trouble alimentaire impacte la qualité des ovocytes, perturbe les niveaux d'hormones, et il faut laisser du temps en fait au corps de récupérer, de réparer tout ça. D'autant que le corps, en fait, il a beaucoup de dommages causés par le TCA à réparer. Il y a les muscles à réparer, la production des cellules, réalimenter chaque organe, relancer la digestion, etc. La fonction de reproduction, elle peut passer en dernière priorité chez certaines personnes. Et ça, comme je le disais, par rapport à la question du retour des règles après un trouble alimentaire, c'est vraiment aléatoire chez chaque personne. Je sais que c'est frustrant, mais c'est la nature qui décide, pas vous. Ce sur quoi vous avez le pouvoir, je mets des guillemets parce que c'est pas parce que vous en avez le pouvoir que c'est facile à mettre en place, je sais bien que ça dépend pas de votre volonté, vous êtes malade, mais ce sur quoi vous avez le pouvoir, entre guillemets, c'est la réalimentation, la diminution de l'hyperactivité, la gestion du stress. Donc en gros, c'est tous des éléments pour soutenir votre corps, mais vous pouvez pas le forcer, vous pouvez pas décider à sa place. Je sais que c'est frustrant, mais il faut parfois s'armer de patience pour que le corps récupère et qu'il soit prêt à être opérationnel pour la reproduction. En fait, dites-vous que si c'est long, c'est que votre corps n'est pas prêt à accueillir pour le moment un bébé et que de ce fait, s'il se forçait, entre guillemets, il serait pas bien, le bébé. Votre corps, il est dans votre camp. Il fait tout pour vous réparer et faire en sorte que vous puissiez créer un nid douillet au sein de votre utérus pour accueillir ce petit bébé. Une cause numéro 4 de l'infertilité persistante, c'est en fait des autres problèmes gynécologiques. Il y a des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés à tomber enceinte après un trouble alimentaire sans que ça n'ait aucun rapport avec leur passé dans les troubles alimentaires, justement. Il y a de nombreuses causes d'infertilité, comme des problèmes gynécologiques tels que l'endométriose ou le SOPK, par exemple, donc qui est syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça n'a pas forcément de rapport en fait avec votre passé dans les troubles alimentaires. D'où l'importance d'être suivi par des professionnels, par une gynéco ou une sage-femme d'ailleurs. Et j'en profite aussi pour dire, parce qu'il y a peut-être des jeunes filles qui m'écoutent là, et qui n'ont jamais eu de suivi avec un gynécologue. Et en fait, je sais que parfois ça peut faire peur. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais jamais pensé à cette option, mais vous avez l'option aussi d'être suivi par une sage-femme. Parfois, moi j'ai déjà souvent entendu des retours de ce genre, les sages-femmes elles vont être plus douces, plus dans la communication. Et en fait, on n'y pense pas forcément aux sages-femmes parce que dans nos têtes, surtout, moi quand j'étais au lycée, mais même dans ma vingtaine, je pensais que les sages-femmes c'était vraiment que quand tu avais un projet bébé, mais pas du tout. Donc sachez que vous pouvez être suivi par une sage-femme sans avoir de suivi, sans avoir de projet d'enfant, quoi. Voilà, une autre parenthèse que je ferme. Et une dernière cause qui peut expliquer vos difficultés à avoir un bébé, même après être totalement guéri des troubles alimentaires, c'est en fait les autres causes psychologiques. Puisqu'on a parlé du stress comme facteur impactant la fertilité, et j'en ai déjà parlé aussi plusieurs fois, mais c'est pas parce qu'on sort des troubles alimentaires que miraculeusement, la vie devient sans problème. J'ai plus de troubles alimentaires aujourd'hui, pourtant je suis encore une personne très angoissée, très anxieuse, très stressée, appelez ça comme vous voulez, mais clairement c'est encore un défi pour moi tous les jours. Voilà, globalement, je suis très stressée. Et je l'ai dit aussi juste avant,
Mais j'ai déjà eu des cycles qui ont été impactés par le stress sans avoir de troubles alimentaires. Donc c'est possible que vous soyez sorti des troubles alimentaires, mais que votre stress fasse que ça impacte votre fertilité. Après, il y a d'autres causes encore qui peuvent être possibles, qui peuvent faire que vous rencontrez en fait des difficultés à tomber enceinte, mais qui sont vraiment pas liées avec vos troubles alimentaires que vous avez eu par le passé. De toute façon, comme je dis, après 1 an d'essai, souvent on va chercher de l'aide auprès de professionnels qui sont spécialisés dans la problématique d'infertilité et qui vont vous faire passer toute une batterie d'examens, qui vont investiguer sur les causes possibles. D'ailleurs, je suis en train de penser aussi en termes de causes psychologiques, parfois il y a un blocage parce qu'il y a des peurs qui peuvent être liées à la maternité, à l'accouchement, qui peuvent être aussi de l'ordre de la psychologie transgénérationnelle, donc c'est-à-dire, je sais pas, un secret ou un traumatisme qui a été mal vécu. Par exemple, un traumatisme, ça peut être une fausse couche, la perte d'un enfant, etc., dans les générations précédentes, et où du coup, parfois, il y a besoin de parler ou de faire des séances de MDR ou d'investiguer aussi, de parler avec ses parents, si on a la possibilité, avec ses grands-parents, de savoir en fait s'il y a eu quelque chose, de creuser en fait à ce niveau-là. Donc voilà, bon là on déborde sur d'autres sujets, mais j'étais en train de penser à ça. Ensuite, je voudrais faire un petit aparté sur être enceinte quand on souffre d'un trouble alimentaire. Donc pas après un trouble alimentaire. Donc je ne suis pas dans ce cas-là, moi là. Mais il y a des personnes qui souffrent de troubles alimentaires et qui sont enceintes. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment possible de tomber enceinte et d'être enceinte en ayant un trouble alimentaire. Eh ben, il faut savoir quand même que le trouble alimentaire, c'est dangereux pour vous, pour votre santé, et du coup, ça peut engendrer des complications lors de la grossesse. Déjà, il y a un risque de fausse couche qui est un peu plus accru. Les fausses couches, déjà, de façon générale, c'est pas rare. C'est 1 grossesse sur 5, on n'en parle pas assez, j'en parlerai plus dans l'épisode 2, enfin l'épisode qui sortira dans quelques jours. Une fausse couche, en fait, c'est lorsque la grossesse s'interrompt. Dans la plupart des cas, c'est dû au fait que la grossesse, elle est non évolutive, c'est-à-dire que le fœtus se développait mal ou il y avait un problème chromosomique quelconque, mais c'est clairement pas la faute de la maman. Le risque de fausse couche, il peut être plus accru quand on souffre d'un trouble alimentaire parce que le corps il subit un niveau de stress plus élevé à cause du fait qu'il ne reçoit pas les besoins, enfin il est en carence nutritionnelle, à cause de l'hyperactivité, à cause des purges, etc. Et tout ça, ça peut impacter aussi l'équilibre hormonal qui fait que ça peut entraîner des anomalies de l'endomètre, donc de la muqueuse de l'utérus. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous souffrez de troubles alimentaires que ces fausses couches seraient de votre faute. Vous êtes malade. Encore une fois, vous n'avez pas choisi d'être malade. Donc, une fausse couche, ce n'est jamais de la faute de la personne qui porte le bébé. Vraiment pas. Il y a d'autres complications de grossesse qui peuvent arriver quand on souffre d'un trouble alimentaire. Par exemple, le retard de croissance. Le fœtus ne recevant pas suffisamment de nutriments, ça peut impacter sa croissance, son développement et faire que le bébé ait un poids plus faible à la naissance. Ça peut entraîner aussi un accouchement prématuré. Parfois, pour la bonne santé du bébé et ou de la maman, c'est nécessaire de déclencher l'accouchement de façon prématurée, ou même parfois, en fait, le bébé naît de façon prématurée naturellement. Et il y a aussi un risque de décollement du placenta, ce qui peut être aussi dangereux pour le bébé, pour la maman. Mais sachez que même ça, c'est pas rare, même hors TCA, et que pour autant, la grossesse, elle peut se poursuivre même s'il y a un décollement placentaire. Et le décollement peut se réduire par lui-même avec du repos. Je vous parle de tout ça parce que ça fait partie du sujet qu'on est en train de parler. Mais pour autant, le but, c'est pas du tout de vous faire peur. Mais je peux pas le nier en fait. On peut pas le nier. Une grossesse, lorsque le corps et l'esprit sont en souffrance, ça comporte des risques, que ce soit pour le bébé et pour la maman. Pour autant, je le répète, vous n'êtes pas responsable, vous n'avez pas choisi d'être malade, ça ne dépend pas de votre volonté. C'est une maladie, vous n'y êtes pour rien, vous faites comme vous pouvez, vous souffrez déjà assez comme ça pour en plus vous blâmer pour ces raisons-là. Mais je tiens quand même à dire, encore une fois, que j'ai eu beaucoup de retours suite à l'annonce de ma grossesse, des personnes qui ont un trouble alimentaire et qui ont eu une grossesse et que tout s'est globalement bien passé. D'ailleurs, les risques de complications de grossesse ne veulent pas dire que vous les aurez systématiquement. C'est des risques qui existent. Et d'ailleurs, ils existent aussi, peut-être en probabilité plus faible, mais pour n'importe quelle autre femme, même qui n'a pas de trouble alimentaire. Et pourtant, ça reste des cas rares quand on les compare à l'ensemble des grossesses qui existent. Personnellement, évidemment, je conseille d'être guérie pour tomber enceinte. Moi, je me souviens que c'était une grande motivation pour moi, être guérie totalement, pour plus avoir ce fardeau dans ma vie lorsque je serai maman.
Je me souviens que malade, guérir était une motivation pour mes futurs enfants. J'y pensais lors de mes hospitalisations, alors qu'à cette époque-là, j'avais même pas de copains. Après, je sais que tout le monde ne veut pas d'enfants, c'est un choix que je respecte, hein, c'est pas automatique d'avoir des enfants. Je sais aussi que il y a certaines personnes qui veulent avoir des enfants, mais qui ont peur d'avoir des enfants parce qu'elles ont un trouble alimentaire et que quelque part, en fait, elles s'empêchent de se lancer dans ce projet-là parce qu'elles ont peur des conséquences que ça pourrait avoir sur leur poids, leur corps, leur alimentation et même le contrôle général qu'elles ont dans leur vie. Tout ça, j'en parlerai vraiment plus dans l'épisode de podcast où je réponds à vos questions, puisque je pourrais parler de mon expérience personnelle maintenant que je suis enceinte et que j'ai eu des troubles alimentaires et je peux un peu plus imaginer comment je l'aurais vécu si j'avais eu des troubles alimentaires. Mais c'est vrai que je conseille de régler au maximum vos troubles alimentaires avant de vous lancer dans le projet bébé pour éviter aussi les risques de rechute. Mais quoique, j'ai entendu aussi des témoignages de personnes guéries grâce à leur grossesse. D'ailleurs, c'est du coup le dernier point que je vais aborder dans cet épisode. La grossesse, est-ce que ça présente un risque de rechute dans les troubles alimentaires ? Je pense que ça peut être vraiment un double tranchant, comme je viens de dire en fait. Pour moi, si la guérison elle n'est pas consolidée, si on est en quasi-guérison, alors ça veut dire qu'on a toujours des mécanismes de restriction qui restent en fond, qu'il y a aussi possiblement toujours pas d'acceptation de son corps, de son poids. Et donc oui, selon moi, il y a un risque de rechute dans les troubles alimentaires. D'ailleurs, je l'ai vécu, alors pas la grossesse, mais j'ai vécu le fait que j'ai eu une période où j'étais en quasi-guérison, ma guérison n'était pas consolidée. Et du coup, au premier changement dans ma vie, donc là, dans mon cas, c'était un déménagement et un changement de boulot, en tout cas, un événement dans ma vie a fait que j'ai rechuté. J'ai déjà aussi entendu des témoignages comme ça, c'est-à-dire que j'ai déjà entendu des personnes qui m'ont dit c'est le fait de tomber enceinte qui a fait que j'ai rechuté, voire même j'ai aussi entendu des personnes qui sont tombées enceintes et qui ont développé des troubles alimentaires parce que ça a réveillé quelque chose chez eux de profond. Enfin voilà, ça a été le déclencheur. Parce que oui, clairement, la grossesse, elle engendre des nouvelles réflexions sur son corps, sur son poids. Encore une fois, je parlerai de tout ça du coup dans mon épisode qui sera dédié. Donc je pense qu'il y a un risque de rechute qui existe si la guérison n'est pas consolidée. J'insiste sur ça. Mais pour autant, je pense pas que... Enfin, il faut s'empêcher non plus de tomber enceinte tant qu'on n'est pas guéri. Enfin, en fait, après, ça dépend de chaque personne et de vraiment votre histoire, de où vous en êtes, etc. Et comme je dis encore une fois, moi, je conseille d'être guéri, mais bon, c'est pas aussi simple. Hein. Si c'était aussi simple, les troubles alimentaires seraient pas aussi compliqués. Bon, bref. Mais je tiens à dire que j'ai eu justement des témoignages de femmes qui m'ont dit que la grossesse a pour elles, été un déclic. Et que c'est même grâce à ça et leurs enfants qu'elles sont sorties des troubles alimentaires. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas de règle. Je sais que lorsqu'on souffre de troubles alimentaires, on aimerait pouvoir tout anticiper, savoir comment les choses vont se passer, mais c'est pas possible. Je le dis très souvent, on est tous différents et il y a autant d'histoires de guérison que de personnes qui souffrent de troubles alimentaires. D'ailleurs, je vous invite vraiment à partager votre propre expérience en commentaire de l'article de blog lié à cet épisode de podcast que je suis en train de vous faire. Je vais vous le mettre en description. Pour apporter votre petite touche et puis diversifier les expériences, enrichir ce contenu. Je crois que je vous ai tout dit là sur le sujet fertilité et troubles alimentaires. Je vous ai même fait un aparté grossesse et TCA. Je voudrais quand même vraiment que vous reteniez une chose, ne stressez pas trop pour ça. Enfin, c'est facile à dire évidemment, mais si vous vous soignez physiquement par la réalimentation, la réduction des purges et des compensations, et psychologiquement, ça va le faire. Faut y croire en fait. Enfin, c'est ce que je dis tout le temps, mais y croire, c'est hyper important. L'espoir, c'est hyper important. C'est sûr, il y a plus de risques, plus de difficultés, mais c'est pas impossible. Et encore une fois, le mieux est que vous sortiez de cette maladie et que vous ayez un avenir plus paisible avec vos futurs enfants. Si tel est votre souhait, vraiment, je vous le souhaite. Je vous fais un petit aperçu, si vous voulez, des questions auxquelles je vais répondre dans l'épisode qui sort dans quelques jours, pour savoir si ça vous intéresse. Donc en gros, je vais vous parler un peu de mes essais bébés, dans quel état d'esprit j'étais. Est-ce que c'est quelque chose qui me prenait la tête et je vais vous parler comment je l'ai découvert, comment je l'ai annoncé, comment s'est passé mon premier trimestre, mon deuxième trimestre, comment le bébé va. Je vais vous parler évidemment de mon rapport au corps, comment je réagis à la prise de poids, est-ce que ça me fait peur, comment supporter les changements du corps après l'accouchement, mon rapport à l'alimentation, est-ce qu'il a changé, est-ce que j'ai dû augmenter mes apports, est-ce que j'ai des peurs particulières, d'ailleurs on m'a demandé est-ce que j'ai peur que mon enfant ait des troubles alimentaires, est-ce que j'ai eu des nouveaux déclics depuis que je suis enceinte. Voilà, il y a plein d'autres questions auxquelles je répondrai. Globalement, je parlerai aussi plus en profondeur du coup de
l'envie d'avoir un enfant mais la peur en même temps d'en avoir un quand on souffre d'un trouble alimentaire. Je vous parlerai de tout ça dans l'épisode qui sortira dans quelques jours. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère vraiment ne pas vous avoir fait peur. Moi personnellement c'était une motivation pour moi en fait, ces choses-là, de justement me dire je veux guérir de mes troubles alimentaires aussi pour tout ça. Mais encore une fois, retenez bien qu'il y a des personnes qui ont des troubles alimentaires et qui ont des enfants, que voilà, ça se passe bien. Et voilà, je veux vraiment que vous restiez aussi sur une note d'espoir parce que justement, je voulais contrer un peu ces on-dit de avec un trouble alimentaire, on peut pas avoir d'enfant, ou après un trouble alimentaire, on peut pas avoir d'enfant. C'est faux. Je vous ai expliqué du coup que c'est possible d'avoir un enfant avec et après un trouble alimentaire. Et c'est ça aussi qu'il faut vraiment retenir, c'est l'espoir qu'il y a derrière ça. Je vous retrouve du coup dans quelques jours pour l'épisode FAQ sur ma grossesse après un trouble alimentaire. Ciao ciao!